Bonjour à tous. Est-ce que vous m'entendez bien? Vous m'entendez ou pas du tout? C'est pas génial. Ok, je vais essayer de parler fort. Comme ça, c'est mieux, je pense. Merci aux organisateurs du Numeric Games Festival pour m'avoir invité à venir vous parler de jeux vidéo et d'histoire antique autour d'une licence Assassin's Creed qui fait la part belle à l'histoire. J'avais annoncé que je parlerais d'Assassin's Creed Origins et Odyssey. En fait, c'est pas vrai. Je ne vais parler que de Assassin's Creed Odyssey aujourd'hui. J'ai énormément parlé d'Assassin's Creed Origins qui se passe en Égypte. Merci. Donc, s'il y a des grands déçus et fans de l'Égypte, doit y avoir un cours public disponible sur la page YouTube de l'Université de Lausanne. Vous pouvez nous entendre parler, moi et mes collègues du Game Lab, Selim Krisham, David Offa, etc. Toute l'équipe, on a donné un long cours là-dessus. Donc oui, je ne vais parler que d'Assassin's Creed Odyssey aujourd'hui et je vais poser une question centrale, c'est-à-dire qu'est-ce que ces licences numériques apportent comme aide et comme problème à l'étude de l'histoire. Mais en fait, je glisse toujours une deuxième question dans mes conférences. Surtout, ce que j'aimerais savoir, c'est comment ces produits influent, quelle influence ils ont sur notre réception de cette histoire, de l'histoire antique. Parler de Assassin's Creed, en gros, c'est parler d'énormément de jeux. Et en premier lieu, c'est parler, en tout cas pour moi, d'un émerveillement. Ça, je dois être honnête, en tant que chercheur, quand je lance un Assassin's Creed, à chaque fois, mes premières heures de jeu, c'est un émerveillement visuel. Tout ce que vous voyez là, c'est des extraits en fait de ma partie pendant toute la conférence. C'est pas seulement un émerveillement visuel, c'est un émerveillement au niveau de la reconstitution. C'est vraiment ultra impressionnant de se promener dans cette reconstitution ici de la Grèce pour le dernier opus, de la Grèce du 5e siècle avant notre ère, en gros au départ, on est en 431-430, au départ de la bataille du Péloponnèse. Et si vous avez pu visiter une fois l'Acropole, vous voyez que c'est assez frappant comme on se repère dans ces ruines qui n'en sont plus, des ruines auxquelles les développeurs du jeu ont évidemment donné vie. La célèbre Acropole. Voilà, des gens qui parlent. Un témoignage du talent et de l'intelligence de l'humanité. Des gens qui parlent, des gens qui vivent, des couleurs redonnées aux statues, comme on peut savoir aujourd'hui, les couleurs qu'avaient ces statues, etc. En gros, Assassin's Creed vous donne une image qui a vraiment plus de vie, on est obligé de l'admettre, que le vieux plan que vous trouviez dans vos livres d'histoire. Je vous mets ici un plan de l'Acropole, ou même une vue d'oiseau des ruines. Je vous encourage vivement à visiter ces ruines, mais reste qu'elles ont perdu leur couleur, la plupart des murs sont détruits. Là, vous voyez que j'ai fait exprès de prendre une capture d'écran, une image fixe, donc quelque chose de pas vivant. Je me suis placé sur l'Aréopage, qui était un des tribunaux d'Athènes, et j'ai une vue sur l'Acropole avec toute une vie qui s'y développe de personnages non-joueurs, évidemment. De nouveau, si vous avez été frustré en visitant l'Acropole comme moi de ne pas pouvoir entrer dans le Parthénon, vous pouvez le faire. Vous pouvez aller voir la statue chryséléphantine d'or et d'ivoire d'Athéna, telle qu'on imagine qu'elle a pu, telle qu'elle était. Vous voyez que les murs sont pleins de couleurs, qu'on a des drapés. Et surtout, jouer à Assassin's Creed, c'est l'occasion de faire un peu de grimpe, un peu de varap, et de pouvoir dire à vos amis, ouais, moi j'ai grimpé sur le Parthénon. Honnêtement, il n'y a pas tout le monde qui peut se vanter de ça pendant ses vacances. C'est toujours assez impressionnant. En gros, vous m'aurez compris, cette reconstitution, elle est immense. C'est pas seulement les grands monuments, pour les gens qui n'ont jamais joué à un Assassin's Creed, ce ne sont pas seulement les grands monuments qui sont représentés, c'est un immense espace grec. Là, vous voyez que je me déplace sur la carte, je vous la mets en entier en haut à droite. En dessous, je vous mets, c'est ma seule référence à Assassin's Creed Origins aujourd'hui, la carte de la Basse-Égypte, de tout l'espace qui avait été développé pour rendre ce monde du passé vivant. Donc c'est un immense espace. Encore une fois, ce n'est pas seulement des monuments qu'il s'agit de reconstituer, c'est aussi une vie quotidienne. Donc pour les développeurs, il va falloir décrire des activités artisanales, des tailleurs de pierre qui gravaient les stèles qu'on mettait sur les places publiques. Il va encore falloir décrire une mine d'argile, comme ici. On va pas seulement décrire, ils vont pas seulement reproduire des décors pour vous immerger, les gens aiment bien parler d'immersion, vous immerger dans le jeu,
en fait, les décors parfois ont une utilité. J'en parle un tout petit peu, je vous montre à droite une capture d'écran devant un forgeron. Le forgeron, bien sûr, il fait vivre le paysage. Vous avez votre forgeron qui nourrit ce décor, comme la mine d'argile. Mais à côté de ça, puisqu'on joue à Assassin's Creed et qu'on joue des assassins, il s'agit de se battre assez fréquemment. Et donc, vous allez acheter des armes, voire améliorer ces armes. Donc, tout à coup, on a un mélange entre décor et mécanique de jeu qui apparaît. En gros, créer un Assassin's Creed, c'est reconstituer un passé dans son entier. Ça peut être l'espace du sauvage, comme la montagne ici. C'est par excellence pour un grec un espace du sauvage. Ça va aussi être une cité dans son ensemble. Là, vous voyez Icaros, c'est un aigle qu'on peut contrôler. Vous voyez que la cité dans son ensemble doit être reconstituée. Pas seulement le Parthénon, aussi des petites maisons, la petite maisonnette, des cabanes de campagne quand vous vous baladez dans les forêts. C'est tout ça qu'il s'agit de reconstituer jusqu'à l'espace de la mer que vous devinez maintenant au fond de ma vidéo, puisque dans Assassin's Creed, on peut maintenant, depuis quelques opus, naviguer sur les mers. On reviendra là-dessus. Alors, la question à laquelle je ne répondrai pas, c'est est-ce que c'est juste ou faux ? Mais la question que vous devriez vous poser, c'est de quoi disposent les développeurs d'un jeu pour reconstituer un monde du passé qui a aujourd'hui 2400 ans. Alors ce qu'ils ont, moi je suis spécialiste dans l'Antiquité, c'est exactement ce que je projette là. Ils ont tout d'abord de l'iconographie. Ça peut être des vases, ça peut être une tablette funéraire, ça peut être une stèle en bas à gauche funéraire. En gros, de l'iconographie. Ce qu'il faut toujours savoir avec l'iconographie, c'est que ce n'est jamais une photo. C'est jamais un documentaire d'un ethnologue qui aurait tenté de se faire le plus discret possible en visitant un groupe humain. C'est une représentation idéalisée. Il y a quelqu'un qui va dire à un peintre « représente, comme en haut à droite, une scène du sacrifice ». Et ce peintre, il va la représenter comme un idéal, la meilleure manière dont un sacrifice doit se passer. Vous n'aurez jamais, sur un vase antique, le jour où il y a un bœuf qui s'est pété la jambe en son cou blanc en montant l'acropole. Ça, on n'aura jamais. On ne sait pas à quelle vitesse marchaient les gens. Est-ce qu'ils se tenaient la main? Est-ce qu'ils parlaient ensemble? Impossible de le savoir. Vous avez encore évidemment toutes les données de la culture matérielle, ce que l'archéologie nous donne. Ici, je vous ai mis l'autel de Zeus à Olympie. On faisait des sacrifices pour Zeus sur cet autel. Mais vous pensez, on a aussi des tombes avec du matériel du quotidien, des peignes, un vase pour se laver le matin, etc., des habits, etc. Et puis finalement, vous avez des textes. Peut-être que vous pensez qu'on a beaucoup de textes. On en a beaucoup, on n'a pas tout traduit. Tout ce qu'on a comme texte, il y en a plein qui ne sont pas encore traduits, donc on ne sait pas ce qu'ils disent. On estime aujourd'hui qu'on a pour 200 ans de traduction, grosso modo, encore à faire. Mais ce qu'on a comme texte ne représente, pour les plus optimistes, que 10% de ce qui a été produit à l'époque. Donc on ne sait rien sur cette culture. Les plus négatifs comme moi pensent qu'on a environ 3% de données de ce qu'ils ont écrit. Donc c'est vous dire qu'on n'a pas grand-chose. Et c'est vous dire que c'est peu sexy. Vous voyez le petit extrait en Boédromion, c'est un mois. Le 5 pour Epops, on ne sait même pas si c'est un dieu ou un héros, je suis tout à fait honnête avec vous. Aerkia, c'est un endroit d'Athènes. Un porcelet entièrement brûlé, 120, 3 drachmes. En fait, ça nous donne une mine d'informations. Ça nous dit qu'un porcelet coûtait 3 drachmes. Donc ça me permet d'avoir des données économiques sur cette culture. Mais franchement, vous n'allez pas très loin avec ça pour reconstituer ce qu'on a vu. Je dis que la reconstitution est merveille, au vu de la qualité de ce qui est rendu, mais qu'est-ce que donc ce matériel, ce nouveau matériel, cette production fictionnelle contemporaine, nous dit de notre rapport à l'histoire? Je dis l'histoire parce que dans Assassin's Creed, le lien avec l'histoire est très fort. Et les développeurs nous rappellent constamment qu'ils ont un lien fort avec l'histoire, puisque dès le début du jeu, dans les premiers écrans de chargement, vous savez que pour ceux qui ne jouent pas, quand vous lancez un jeu, il y a des écrans, le jeu charge. Il y a un moment où on attend, et on a des écrans fixes, et un des premiers écrans nous dit que c'est inspiré d'événements et de personnages historiques réels. Donc vous voyez que le jeu insiste sur cette notion d'histoire et de réalisme. À la deuxième ligne, si vous avez eu le temps de le lire, vous voyez qu'on nous dit quand même qu'on crée une fiction. Donc Assassin's Creed, c'est une tension constante entre l'histoire, l'historicité d'événements réels, et une fiction. Je commence donc par l'histoire avec un grand H. On a vu des monuments, on a vu des villes, on a vu en gros des décors. Il y a aussi bien sûr des personnages. Spartiates,
Chaque instant de votre existence vous a conduit à ce moment. Chaque goutte de sang, de sueur, chaque larme, tout cela vous a mené à l'endroit où vous vous tenez maintenant. Ici, vous avez vu un extrait d'un personnage extrêmement célèbre de l'Antiquité. Et si vous ne le connaissez pas, je ne suis pas en train de vous jeter la pierre. C'est Léonidas Ier, le roi de Sparte, qui a mené une alliance grecque contre les Perses en 480 qui tentaient d'envahir le territoire grec et qui les a retenus. Il ne les a pas vaincus, mais il les a retenus. Il est très célèbre pour cet exploit. Ce personnage, il est présent dès le début du jeu. Personnage historique qui, le scénario d'Assassin's Creed va nous dire qu'en fait, il est le grand-père du protagoniste qu'on va jouer. En gros, vous jouez un personnage qui n'a jamais existé, mais on vous dit que c'est le petit-fils ou la petite-fille de Léonidas, du roi de Sparte. Léonidas, à mon avis, c'est pas un hasard si Ubisoft le choisit, c'est parce que c'est un des personnages les plus célèbres aujourd'hui, à mon avis, dans la pop culture, un des personnages grecs les plus célèbres, grâce en particulier aux comics de Frank Miller, 300, qui raconte ces épisodes de guerre entre les Grecs et les Perses, et puis au film tiré du comics qui est sorti en 2006, réalisé par Zack Snyder, 300 du même nom. Donc un personnage, franchement, assez connu. Il y en a plein d'autres. On croise par exemple Hérodote. Tu reconnais ma lance d'un simple regard. Tu n'es pas qu'un simple pèlerin, n'est-ce pas? Les apparences sont trompeuses, Adelphes. Même la mienne. Je m'appelle Hérodote. Je suis un conteur. Du moins, je l'étais. Cette guerre nous pousse à changer de métier. Vous voyez que Hérodote se présente comme un conteur. Il se trouve que Hérodote, c'est un personnage historiquement tout à fait attesté. Il nous a écrit ce qui s'appelle les histoires, en grec historia, ça veut dire les enquêtes en fait. C'est une somme d'ouvrages en fait qui raconte les voyages de ce Hérodote et l'histoire de la Grèce, une certaine partie de l'histoire de la Grèce. C'est entre autres chez Hérodote qu'on trouve des informations sur Léonidas, le roi que je vous présentais tout à l'heure. Hérodote, c'est quelqu'un qui raconte ça. Qu'est-ce qu'on sait d'Hérodote? Là, on vient de le voir parler, s'exprimer, bouger, etc. Il a un visage, il a des habits. Hérodote, on n'en sait pas grand-chose, en fait. Il parle très peu de lui dans ses textes, en fait. Il y a peu de références à sa propre vie, donc on sait peu de choses de ce personnage. On a parfois des bustes, mais il se trouve que c'est un buste posthume, en fait. Donc, est-ce qu'il est tout à fait représentatif de ce qu'il était? On ne sait pas vraiment. En plus, c'est un buste, donc c'est encore une fois une vision idéalisée. Vous n'allez pas le montrer le jour où il s'était cassé le nez, il avait le rhume. Vous le montrez sous son beau jour. Et c'est en gros de ça dont disposent les développeurs pour faire un personnage. Et là, vous voyez qu'on passe de la reconstitution dans le domaine de, pour l'instant, l'extrapolation. C'est-à-dire avec peu de données, vous allez devoir recréer un personnage dans son comportement, sa façon de parler, sa façon de bouger, sa façon de s'habiller. Il en va de même avec plein d'autres personnages, je vous en donne quelques-uns, Périclès et Cléon. Le Parthénon est splendide, Périclès, mais à quel prix? Combien de trirèmes aurait-on pu construire à la place? Nous ne devons pas nous diviser. Nous sommes divisés, et Sparte en profite. Agile, Périclès, ou je le... Vous voyez ici deux personnages, eux aussi historiquement très bien attestés, Périclès et Cléon, en gros des hommes politiciens de l'Athènes classique, de l'Athènes du 5e siècle avant notre ère. Une fois encore, vous voyez ici un buste de Périclès, chouette, on a un buste. Cléon, sauf erreur de ma part, on n'a absolument pas de buste, donc il s'agit de réinventer complètement son visage. On est exactement dans le même procédé que pour Hérodote, il s'agit d'inventer jusqu'à leur débat public, la façon dont ils se parlaient devant un public, autant vous dire qu'on n'a absolument aucune idée de ces choses-là. Parfois, on quitte vraiment une forme d'imagination pour retranscrire les sources qu'on a sur un personnage. Le meilleur exemple, c'est Socrate. Qui es-tu? Demande à quiconque et on te répondra Socrate. Mais un nom ne signifie rien. Ce sont nos actes qui nous définissent. Et chaque action a sa récompense et son prix. Ceci étant dit, toi, qui penses-tu être? Mon nom est Cassandra. Alors, vous voyez, Socrate,
c'est un philosophe qu'on connaît par un de ses disciples, Platon. Platon, il a écrit des discours dans lesquels il y a un personnage qui s'appelle Socrate. On sait que c'était son maître. Donc en gros, Socrate, on n'en sait rien du tout. On sait ce que Platon a bien voulu imaginer de la façon dont son maître se serait exprimé. Il se trouve que Socrate, dans les discours de Platon, il s'exprime toujours un peu par question. On lui pose une question, il répond une question pour faire ressortir une vérité à son interlocuteur. Ça donne tout à coup cette espèce de personnage, perso, j'irai jamais boire une bière avec. Vous lui demandez son nom, vous avez pour 3 minutes de réponse. On a plus l'impression, pour ceux à qui ça parle, d'être devant le père Fouras du Fort Boyard que devant un être humain. Reste que, jusqu'ici, on a vu des personnages qui, historiquement, sont tous bien attestés. C'est important de souligner qu'ils sont historiquement attestés. Je vous montre un autre extrait. Tu plaisantes? Ulysse a vécu là-bas. Il y a régné. Il a mis fin à la guerre de Troie. A échappé à Charybde et Scylla. Il avait tout. La loyauté, l'amour, l'allant. Il a aussi attiré l'attention des dieux, ce qui lui a valu pas mal d'ennuis. Et a fait de lui une légende. Ulysse, si vous ne le savez pas, outre un personnage de dessin animé comme Ulysse 31, c'est le personnage, le protagoniste central, le héros, pour le dire vite, de l'Odyssée. L'Odyssée, c'est un poème épique, un poème du 8e siècle avant notre ère. Donc ça a 2800 ans comme poème. Aujourd'hui, je pense qu'il n'y a pas un scientifique, un spécialiste de l'Antiquité qui vous dirait que Ulysse a existé. On est tous très au clair sur le fait que c'est un personnage de fiction. Vous voyez que dans cet extrait, par contre, c'est beaucoup plus compliqué de savoir si les personnages pensent qu'il a existé ou non. S'il y a quelques antiquisants parmi vous, ils me diront « Ouais, mais c'est tout à fait normal parce que c'est un grec qui parle. » Et c'est vrai qu'avant Hérodote, avant ces gens qui ont en fait établi l'histoire, le fait de savoir si quelque chose a existé, à quelle époque ça a existé, les Grecs s'en fichaient franchement de savoir si c'était vrai ou pas. Si un personnage avait existé ou pas, on s'en fichait. Ce qu'on voulait savoir, c'est ce que ça disait, ce que ça nous faisait dire. Ulysse, c'est la ruse. Alors on parlait de la ruse. Savoir s'il avait vécu ou pas, c'était pas très important. Donc pourquoi pas avoir deux Grecs qui disent « Ouais, bah finalement... Ulysse, c'est une donnée, on en parle. » Mais c'est plus compliqué pour le joueur de savoir si ce Ulysse, il a existé comme Léonidas, Périclès, Cléon, Socrate, ceux que j'ai montrés tout à l'heure. C'est encore plus difficile de le savoir quand vous vous promenez dans l'espace du jeu et que vous allez visiter l'île d'Ithaque. Parce que l'île d'Ithaque, dans l'Odyssée, on nous dit que c'est l'île du roi Ulysse. Ulysse, dans l'Odyssée, c'est un roi et c'est le roi d'Ithaque. Et quand vous vous promenez dans le jeu, vous pouvez visiter un endroit qui s'appelle le palais d'Ulysse. Donc vous allez encore plus dans le sens d'un Ulysse qui existe. Vous pouvez visiter dans le jeu le tombe du serpent. Alors vous voyez les ruines et puis vous voyez surtout un immense fossile ou un squelette qui se termine par une tête de serpent qui fait bien 2 mètres de haut sans la bouche ouverte au milieu de ce paysage. Évidemment, vous êtes joueur, vous savez tout de suite que c'est un lieu de fiction. Mais ce lieu, il est rendu tout aussi bien visitable que l'Acropole d'Athènes, qui, elle, a bien existé. Vous comprenez que les développeurs introduisent dans leurs récits historiques, dans leurs événements historiques, un certain nombre d'éléments fictifs, comme le brassard de Thésée. Je vous mets un exemple de menu d'équipement. Le brassard de Thésée qui pourrait laisser penser à un jeune joueur que Thésée, le fameux vainqueur du Minotaure, a existé. Alors même si vous vous dites que le Minotaure, il y a quand même peu de chances qu'il ait existé comme animal ou comme créature, vous pouvez vous dire, tiens, en fait, Thésée, alors il a vraiment existé, lui, vous posez ces questions. Bon, est-ce que c'est grave? Non, pas du tout. Assassin's Creed, encore une fois, c'est une licence de jeu. C'est pas une licence de livre d'histoire, c'est un jeu, c'est une fiction qui est créée. Comme je vous l'ai dit, c'est rappelé dès le début du jeu, on est en train de créer une œuvre de fiction. Une fiction, une trame générale qui se tient sur toute la licence, tous les opus de jeu. Alors pour la résumer, s'il y a des gens ici qui n'ont jamais joué à Assassin's Creed, on a 2 factions, les assassins et les templiers, qui s'affrontent pour récupérer des artefacts qui sont extrêmement puissants et qui proviennent d'une civilisation préhumaine, une civilisation qui aurait en fait créé les êtres humains. J'ai vraiment fait bref. En fait, quand on joue, on ne joue pas que le passé. On joue toujours un protagoniste contemporain, ici Layla Hassan, qui, par une interface machinique, l'animus, va revivre les événements d'un personnage du passé. Dans le dernier opus, Cassandra ou Alexios, je reviendrai là-dessus, mais on peut choisir si on joue une femme ou un homme. Et c'est important.
Et c'est comme ça qu'on va vivre les événements du passé, soit un protagoniste contemporain par une machine qui vit les événements d'un protagoniste du passé, et donc les événements historiques au passage. Ça permet à Assassin's Creed que l'histoire se passe en Grèce, en Égypte, dans la Londres victorienne ou à Rome, de raconter son histoire, les assassins contre les Templiers. L'histoire avec un grand H, l'histoire humaine, c'est donc un terrain de jeu dans Assassin's Creed, un terrain de jeu qui est dit cool. Layla Hassan, elle nous dit, la plupart des gens parlent de justice ou de courir sur les toits. C'est exactement ce qu'on fait dans Assassin's Creed, on court sur des toits et on tue des gens au nom de la justice. Mais l'histoire, c'est cool aussi. On a un peu l'impression que les développeurs du jeu parlent à travers Layla Hassan, nous disent « Hey les gars, c'est super cool notre jeu, mais l'histoire aussi, c'est vachement bien. » Et je suis convaincu qu'ils le pensent. Vous l'aurez compris, je vous montre un petit extrait. Comment pourrais-je décrire ça à quelqu'un comme Marcos? Pour le joueur, en fait, c'est assez facile de savoir s'il est devant un événement historique ou s'il est devant une partie de la fiction d'Assassin's Creed. Quand on se déplace dans ces décors, on a l'impression qu'il y a de la réalité augmentée, une technologie avancée. Le joueur fait tout de suite la différence entre ce type d'espace et la représentation en bas à droite de l'acropole d'Athènes. Même si parfois, vous l'avez vu, c'est pas tout à fait clair. Il y a des éléments comme Ulysse, etc., qui peuvent poser des questions. Mais il faut nous demander, en fait, qu'est-ce que cette envie de dépeindre une histoire nous dit de notre rapport à cette histoire, ou du moins de celle des créateurs du jeu à notre histoire. Après, le jeu, le dernier opus, actuellement, il s'est vendu à 5,5 millions d'exemplaires, donc il y a 5,5 millions de personnes qui trouvent grosso modo que ça leur parle, quoi. Il y a quelque chose de cette histoire qui parle aux joueurs, c'est pas pour rien que c'est une licence à succès. Et en fait, ça nous dit beaucoup de choses, ces jeux. Ici, je vous passe, Hérodote parle et dit « Périclès, cet homme politique athénien, s'entoure des esprits les plus brillants d'Athènes et donc du monde. » C'est pas très étonnant pour un grec de l'époque de dire que les Athéniens, c'est les meilleurs. Ils faisaient un peu tous ça. Moi, en tant qu'historien du XXIe siècle, je ne vais pas vous dire que les penseurs de l'Inde du 5e siècle avant notre ère ou de l'Égypte étaient moins bons que les penseurs grecs. Pourtant, c'est ce qu'ils font dire à Hérodote. Pas de problème, vous lisez Hérodote, vous allez grosso modo trouver ça. Les Grecs, c'est les meilleurs, les autres, c'est un peu moins bien. C'est un peu plus problématique quand Layla Hassan, ce personnage du XXIe siècle qu'on joue, voit la carte de la Grèce et dit « le centre de l'univers en moins 400 ». Vous comprenez bien que c'est un reflet de l'ethnocentrisme, sûrement involontaire, je jette vraiment pas la pierre, des développeurs, peut-être des historiens, puisqu'ils engagent nombre d'historiens pour créer les jeux, qui ont créé le jeu. Et tout à coup, la Grèce, ça nous semble être le centre de l'histoire humaine en moins 400. Évidemment, ça nous parle surtout de notre rapport à ce passé, de notre rapport européen, américain du Nord, à l'Antiquité du bassin méditerranéen. Une culture dont on se dit souvent héritier, et donc une culture, malheureusement, qu'on va souvent dire comme centrale, celle qui prime sur les autres. Pourtant, dans le jeu, on voit bien qu'ils n'ont pas vraiment envie de dire ça, puisque tout le long de l'aventure, ils ont de cesse de vous rappeler que les Grecs, c'est très différent de nous. Alors, ils le font durant les loadings, ces écrans de chargement. Quand vous jouez à Assassin's Creed, vous avez des moments, 30 secondes, le jeu, il charge une séquence, un endroit. Et vous avez des micro-leçons d'histoire pendant ces loadings. Il y en a pas mal pendant votre jeu. On vous dit, par exemple, les Grecs voyaient des présages dans le vol des oiseaux. Ils demandaient aux dieux de maudire ceux qui allaient mentir. Ou encore que le sacrifice est un rite fondamental pour la Grèce ancienne. Tout ça, c'est très juste, c'est un peu des facts. Comme ça, on vous donne des données factuelles. Les Grecs, c'était comme ça. Tout le problème, c'est que ces micro-leçons d'histoire, ces chargements, ça ne représente rien comparé à la 50aine d'heures que vous allez passer à jouer concrètement au jeu. Vous ne passez pas 50 heures à regarder un loading. Vous passez 50 heures à jouer votre personnage. Moi, ces 50 heures, je les ai passées en jouant Cassandra. C'était la première fois que Assassin's Creed me donnait le choix de jouer une femme. J'étais pas obligé de jouer un homme. Et franchement, ça fait du bien. Ça fait du bien de enfin pouvoir jouer un personnage, un protagoniste féminin. Et ce, même si la couverture du jeu, que vous voyez en haut à droite, dans la suite des autres couvertures, qui est reprise dans le premier écran de chargement, vous présente Alexios, le gars viril, musclé. C'est lui qui est utilisé plutôt sur la com que Cassandra, quand même. Mais notons que les développeurs nous permettent de jouer une femme. Évidemment, Ubisoft, en vous permettant de jouer une femme, ils répondent à une problématique actuelle, celle de la sous-représentation du genre féminin dans les jeux vidéo, plus largement l'inégalité des genres aujourd'hui.
Donc ils disent attention, on va introduire une femme. Très bien. Moi, je suis antiquisant. Alors, je trouve hyper important cette démarche dans les jeux vidéo. Je crois vraiment que c'est nécessaire. Mais j'ai mon regard d'antiquisant qui regarde le jeu. Et j'ai des scènes comme ça. Vous voyez que mon personnage, puisque le jeu doit lui donner la possibilité de se déplacer sur la mer, se transforme en capitaine de bateau. Et pas n'importe quel capitaine de bateau, je peux vous dire qu'elle est assez directive avec les hommes qu'elle commande. On me dit aussi dans le jeu qu'elle est éduquée comme guerrière. C'est une guerrière que je joue, elle devient même mercenaire. On joue une mercenaire dans le jeu. Donc en fait, pendant 50 heures, le jeu n'a de cesse de me dire que, en Grèce, une femme se battait. Une femme faisait la guerre. Je vous montre une petite scène. Pour la victoire! On va avoir du travail. Voilà un extrait de bataille dans laquelle j'ai été projeté. J'étais du côté de Sparte. C'est un affrontement entre groupe athénien et groupe spartiate. Et en gros, je dois aider cette armée à se battre. Et en gros, j'ai dézingué de l'athénien. Je peux vous promettre, en tant qu'antiquisant, que jamais une grecque de l'époque classique n'a fait la guerre. Je vous donne une preuve de ça, il y en aurait 1000. Un petit discours d'un orateur public athénien du IVe siècle. Un orateur public, quelqu'un qui parlait à tout Athènes, devant toute la cité, et qui nous dit au sujet des femmes, nous avons les courtisanes en vue du plaisir, les concubines pour nous fournir les soins journaliers, les épouses pour qu'elles nous donnent des enfants légitimes et soient gardiennes fidèles de notre intérieur. Il n'y a pas de mercenaires, il n'y a pas de guerrières. En gros, vous avez compris, pour la Grèce classique, il y a 3 types de femmes, les courtisanes, les concubines ou les épouses. Et c'est tout. La société grecque classique, pour le dire très vite, elle est extrêmement misogyne et je vous promets que vous n'auriez pas voulu être une femme en moins 500 à Athènes. Mais le choix des développeurs, il est nécessaire, encore une fois, dans l'industrie du jeu vidéo. Donc, on me permet de jouer une femme et encore une fois, ils répondent à des enjeux actuels, à nos enjeux contemporains, plutôt que de vouloir dépeindre sur ce pont la réalité absolue de l'Antiquité grecque. Donc vous avez compris, moi, ce qui ne m'intéresse pas, c'est de vous dire que cette colonne mesurait 40 cm de plus. Ça ne m'intéresse pas. De savoir si le vêtement a le bon vert ou est-ce qu'il était bleu, ça ne m'intéresse absolument pas. Moi, ce qui m'intéresse, c'est la force qu'ont ces jeux pour représenter l'histoire. Et cette force, c'est de vous permettre de vous déplacer, de vivre, d'interagir avec une histoire reconstituée. Et là-dedans, ce qui m'intéresse encore plus, c'est de voir comment notre culture influence la façon dont on va représenter cette antiquité. Alors, outre la question des genres, je vais vous donner encore un tout petit exemple. Il y a la représentation de la religion. Vous pouviez vous y attendre, je suis historien des religions. C'est un autre point symptomatique de la projection de conceptions contemporaines, les nôtres, sur cette antiquité qu'on cherche à reconstituer. Petit cours de 37 secondes, dans l'Antiquité grecque, la religion, elle est partout, tout le temps. Il n'y a rien de plus dur que de dire ce qui est religieux. Aujourd'hui, vous pourriez dire quelqu'un qui va le dimanche à l'église, c'est du domaine du religieux. Quand il va faire ses courses, c'est pas du domaine du religieux. En Grèce, tout est religieux. Vous allez au tribunal, vous allez prier, sacrifier. Il y a un débat politique, on va inviter les dieux avant. Vous êtes marchand, vous allez avoir des dieux à vos côtés. Vous allez faire des travaux des champs, vous allez sacrifier une petite galette de blé ou de graines quelconque aux dieux pour que tout se passe bien. Elle est partout, et puis ça, les développeurs l'ont bien compris, du coup, dans le jeu, vous avez partout. Des statues de culte, des sanctuaires, des tombes, des piliers maïques, tout ce qui peut faire le décor grec religieux, il y est. Vous avez l'impression que les gens ne font que prier. Ils sont les mains en l'air, partout, et ils prient. Ils prient les dieux, là ils prient même le plafond. On ne sait pas ce qu'ils prient, mais ils prient un plafond. Ils passent leur vie à prier, en fait, dans cette représentation. Et le jeu vous dit encore une fois au début qu'il a été développé par une équipe multiculturelle de croyances. Je les crois volontiers, mais je suis tout aussi sûr qu'ils n'avaient pas un grec d'il y a 2500 ans dans l'équipe, c'est pas possible. Donc du coup, ils ont fait avec ce qu'ils ont pu. Et ce qui est intéressant, c'est de voir qu'ils ont été extrêmement marqués par les traditions des religions monothéistes.
des religions du livre, puisqu'on a une conception du divin qui semble hyper transcendant. Par-delà le monde, comme ça, on se félicite, on est en admiration devant ces dieux, les mains en l'air, comme vous l'avez vu. Le divin est tout-puissant, il semble tout-puissant. Dans les loadings, on vous dit que le sacrifice est un rite fondamental et on vous dit que les dieux se contentent de la fumée et des arômes. Ce qui est vrai à moitié, mais c'est pas grave. En fait, les scènes de sacrifice dépeintes, c'est toutes des scènes de sacrifice dysfonctionnelles pour un grec. Je vous en montre ici 2, elles sont toutes de cet acabit. Qu'est-ce que vous observez? Un mouton égorgé, posé par terre, au soleil, de la graisse. Des escaliers aspergés de sang, de la viande, ça se voit peut-être, c'est peut-être pas assez net, mais de la viande sur la table avec un animal à moitié égorgé. En gros, vous avez une vision du sacrifice comme un acte assez violent, à travers le sang, le mouvement qui est donné au sang, un acte extrêmement violent et dont vous ne comprenez pas l'utilité puisque tous les moutons sont posés par terre. Hein, on l'égorge et puis on le dépose. Bon. Évidemment, en Grèce, il n'en était rien. Le sacrifice, c'est un acte fondamental, c'est très juste. Mais pourquoi? Parce que c'est le premier moyen de production de viande. Pour manger de la viande, vous allez la sacrifier. Donc laisser un mouton par terre, personne ne l'aurait fait. Pour une raison très simple, c'est que la Grèce, c'est une société pauvre. Ça connaît la famine, hein. C'est pas un monde, faut pas imaginer Platon qui se balade, puis tout va bien comme vous qui allez faire vos courses le matin. C'est une société extrêmement pauvre, il y a des gens qui meurent de faim, etc. Donc quand vous tuez un animal pour le manger, je vous assure, vous allez le manger. Une des belles preuves, peut-être que vous ne le savez pas, mais dans les temples grecs, il y a des cuisines. Il y a toujours des cuisines. Pourquoi il y a des cuisines? Parce que quand on tuait un animal, on le découpait sur place et on le cuisinait pour le manger. Si on ne le mangeait pas, on l'emmenait à la maison. Vous pouviez prendre une part, puis l'amener pour nourrir votre femme, puis c'était généralement les citoyens mâles qui assistaient au sacrifice. Vous rameniez de la viande et vous donniez ça à votre maisonnée, en gros. Là, vous avez en fait de la part des producteurs, du coup, une espèce de vision des dieux qu'il faut complètement révérer. Donc on donne tout, on ne va pas manger cette viande, en fait, on la pose, et puis on la donne aux dieux. Mais en plus, ils se font les héritiers d'une analyse du sacrifice très chrétienne, parce qu'il y a 200 ans, l'analyse des religions, c'était souvent les chrétiens qui la faisaient, et ils aimaient bien taper sur ce qu'ils appelaient le paganisme, hein, les polythéismes grecs, on aimait bien taper dessus. Du coup, le sacrifice, on le voyait comme un acte violent, inutile, de l'idolâtrie, hein, c'est l'histoire du veau d'or, hein, c'est de l'idolâtrie. Et en fait, c'est assez amusant de voir que les développeurs, malgré eux, vont représenter des scènes de sacrifice un peu dans cette lecture d'une inutilité et d'une violence qui ne sert pas à grand-chose. Je pense qu'avec ces quelques remarques, on peut un peu se demander justement et répondre plutôt qu'est-ce que nous dit cette licence Assassin's Creed sur l'histoire et sur notre rapport à l'histoire. Le premier point, c'est que tout d'abord, et malgré les écarts, j'ai fait exprès de vous montrer des écarts, je crois que ça témoigne d'un véritable amour de l'histoire. Il y a une passion de la part de ces développeurs pour l'histoire, une envie de la faire connaître, et je pense que le meilleur témoin, c'est évidemment la qualité et le sérieux quand même avec lequel est réalisée cette reconstitution. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut dire de notre rapport à l'histoire avec Assassin's Creed? C'est tout simple, c'est qu'avec les heures passées à jouer, c'est grosso modo 50 heures que vous passez dans l'espace de la Grèce antique quand vous jouez à Assassin's Creed Odyssey. Je vous assure que vous amassez un nombre de connaissances sur l'histoire grecque qui est phénoménal. Encore une fois, c'est des millions de joueurs. C'est pas le livre d'histoire du meilleur savant qui ne sera lu que par ses collègues meilleurs savants. C'est des millions de personnes qui, tout à coup, vont s'intéresser, même de manière légère, à l'histoire de la Grèce et obtenir des connaissances. Je vous mets au défi de me trouver un adolescent qui connaît mieux la géographie grecque que celui qui aura passé 50 heures à se déplacer dans cette géographie grecque d'Assassin's Creed. Ça marche très bien. Mais surtout, Assassin's Creed, évidemment, s'inscrit comme un élément majeur aujourd'hui, puisque c'est du jeu vidéo. Il s'inscrit comme un élément majeur de notre réception de l'histoire. Origins pour l'Égypte, Odyssée pour la Grèce, enfin le bassin méditerranéen antique, et toutes les autres périodes qui ont été traitées. Et je crois que, j'espère que vous l'avez vu, ce sont des témoins de nos référents culturels, de nos propres enjeux qu'on voit projetés du coup dans ces reconstitutions de l'Antiquité. Et c'est en ce sens qu'il me semble que, bien sûr, on peut étudier ces jeux, mais en fait, on doit étudier ces jeux. Il y a un devoir d'étudier ces jeux vidéo, parce que je crois qu'ils projettent dans ces reconstitutions du monde antique nos référents modernes, nos cultures contemporaines, qu'ils sont en même temps ces nouveaux moyens de s'approprier l'histoire antique, mais comme je l'ai dit, qui vient d'être mélangé avec nos enjeux contemporains,
Et donc, étudier ces jeux, c'est pas uniquement étudier une représentation de l'Antiquité, c'est vraiment comprendre comment on se positionne face à notre histoire et quelles questions on pose face à notre histoire. Et je crois que sans se poser ces questions, on ne pourra pas préparer l'avenir. Merci de votre attention.